Pablo Escobar est un Colombien le plus connu au monde, le plus grand narcotrafiquant de l'histoire mondiale. Depuis les années 80 jusqu'au début des années 90 du dernier siècle, il était un vrai roi de la cocaïne. Il a longtemps gouverné en cachette la Colombie, ayant plus d'influence que le gouvernement, et son revenu était égal au budget du pays. Beaucoup de gens pensent qu'après la liquidation d'Escobar, il y a 30 ans, l'ère des guerres de drogue a pris fin. Mais la Colombie reste toujours numéro 1 sur la liste des fournisseurs de la poudre blanche. L'épicentre du trafic de drogue dans le monde est la ville de Buenaventura, l'un des plus dangereux de la planète, où la guerre des cartels de la drogue ne cesse pas. C'est là qu'on va. On passe sous le pont, sur lequel et sous lequel des tonnes de poudre sont transportées quotidiennement. Si on vient ici la nuit, on n'en reviendra pas. On ira à la ville qui vit encore selon les concepts du cartel de Pablo Escobar. On tue sans prévenir si tu viens sur la rue de quelqu'un d'autre. Les membres des cartels promettent 20 millions de pesos pour nos têtes. On révélera les schémas des plus grands clans de cocaïne en Colombie. Ce ne sont pas les simples gangs de rue. Ces groupes possèdent les technologies et les armes les plus modernes au monde. On verra comment ils arrivent à utiliser même la magie vaudou dans leur conflit. On a fait un rituel sur le corps et 9 jours après les funérailles, le tueur est mort. Et on verra comment les gens qui ont remplacé Pablo Escobar vivent dans le schéma du trafic de drogue mondial. On a tous entendu à tout le temps les cris des gens torturés ici. Ils criaient « Maman, aide-moi !» Et on montera au ciel et deviendra participant de la manière la plus inhabituelle pour nettoyer la ville des clans mafieux. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du monde. Je pense que c'est la première fois. On entre maintenant dans le véritable épicentre, l'un des points clés et les plus dangereux du commerce de la drogue dans le monde, la ville de Buenaventura. 60% de tout le trafic de drogue en Amérique latine est concentré ici. Buenaventura, si on va le long du quai au centre, peut paraître une ville pauvre, atmosphérique, touristique. Même son nom se traduit littéralement comme Bonne Aventure. Cette ville pourrait vraiment l'être s'il n'y avait pas de cet endroit stratégique. Le plus grand et le plus lourd port de Colombie, la porte maritime principale du pays par laquelle passent la plupart des marchandises, y compris illégales. Chaque groupe essaie de prendre le contrôle de cet endroit par la force. Il y a plus de 10 gangs qui contrôlent les canaux d'exportation de cocaïne hors de Colombie vers d'autres pays. Les principales routes de trafic de drogue passent par Buenaventura au nord à Chocó, le seul département de la Colombie qui a accès à 2 océans à la fois, le Pacifique et l'Atlantique. Et aussi au sud, dans la municipalité de Nariño. Chaque année, à travers ces canaux, des tonnes de cocaïne se dispersent dans le monde. C'est bien d'ici que les drogues se répandent sur toute la planète. L'endroit est vraiment très dangereux. Il y a les tirs et les gens tués ici tous les jours. Être ici, c'est un danger pour tout le monde. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. On a un long tournage devant nous dans l'épicentre du trafic de drogue mondial. Plus précisément, pas un simple tournage, mais une certaine opération secrète. Et tout commence au siège improvisé de l'équipe Le Monde à l'envers. Mes amis, on commence une des parties les plus risquées de l'expédition. La préparation est très inhabituelle. On ne verra pas ça avant tous les tournages. On masque les gilets pare-balles. Pour voir l'autre côté de Buenaventura et surtout pour revenir vivants de cette ville, des étrangers comme nous ont besoin de mesures de sécurité spéciales. À première vue, ça peut paraître superflu, mais en fait, Buenaventura prouvera plus d'une fois que la prudence sauve des vies ici. C'est la vraie situation quand les gardes ont dit de fuir plus vite. Ici, on tire d'abord, puis on regarde qui c'était et pourquoi il est arrivé. Avant tout, on utilise des gilets pare-balles cachés déjà testés pour la résistance dans l'une des émissions précédentes. On a rassemblé une équipe petite mais très expérimentée et on a embauché la sécurité professionnelle. Il s'agit de Javier et José, des gars avec une expérience militaire significative qui savent exactement comment agir en cas de problème. On a ici déjà connu Carlos et Andrés, nos traducteurs en Colombie. Un chauffeur, lui, qui connaît toutes les rues du coin par cœur,
et les opérateurs, Alexandre Dmitriev et Alexandre Shilov. Avant le tournage, on a l'instruction obligatoire des militaires. N'oubliez pas le plus important, dès que vous entendez les coups de feu, tombez à terre immédiatement. Ainsi, tête aussi basse que possible, joue directement sur l'asphalte. Par le son, il faut déterminer d'où on tire et sans lever la tête, comment un lézard ramper à l'abri. Que Dieu nous en garde. Au cas où, se coucher comme ça et chercher un abri rampé. Bien sûr, José et moi, on utilisera toute notre expérience de combat pour vous protéger. Mais il est très important d'éviter de paniquer et de franchir par hasard la ligne de feu. Je touche du bois. Pour que ça n'arrive pas, vous êtes notre garde principale dans ce voyage. Vous avez travaillé pendant plusieurs années à Buenaventura. Quel est le danger de cette ville? Plusieurs cartels colombiens et mexicains se battent pour le port de Buenaventura, y compris les rebelles et des militants qui se battent entre eux. À cause de tant de parties belligérantes, on tire constamment dans les rues de la ville. Le pire, c'est que les civils qui se trouvent tout près sont également la cible de tir. Aujourd'hui, les affrontements les plus violents se produisent entre les gangs Los Chotas et Spartans. Les médias internationaux rapportent des centaines de morts et on appelle cette ville la capitale de l'horreur de la Colombie. Chaque gang militant compte des centaines de combattants armés, mais ils sont sans les insignes et peuvent facilement être confondus avec les passants ordinaires. Une telle erreur pourrait être la dernière. Concernant le travail du journaliste, on peut fourrer le nez au mauvais endroit. C'est l'un des principaux dangers. Si on commence à tourner au mauvais endroit, la bande qui le contrôle n'aimera sûrement pas. Et ils essaieront de toute façon d'obtenir des réponses de notre part. Qui nous sommes? Pourquoi et pour qui on tourne? On kidnappe des journalistes étrangers pour réclamer une rançon à l'État. Les dirigeants des cartels savent que la mort d'un tel journaliste provoquera un scandale international. Par conséquent, c'est l'une de leurs méthodes de pression sur les fonctionnaires. Il est très important que vous et les opérateurs gardez toujours à l'esprit où est notre voiture. Parce qu'il arrive souvent que la fusillade commence tout à coup. Les gens se perdent et se dispersent dans différentes directions. Cela rend l'évacuation très difficile. Carlos est notre guide principal, un homme qui connaît parfaitement son pays. Tu écoutes tout ça maintenant. Quel est ton avis à toi? Est-ce vrai? Eh bien, c'est certainement vrai, car on a même peur de travailler avec nous ici. Aujourd'hui, on a essayé de trouver une voiture, par exemple, et on nous a dit « Nous ne voulons pas travailler, non merci, même si vous payez 2 fois plus, nous n'irons nulle part avec vous. » Les habitants sont très stressés en ce moment. À première vue, il semble que tout soit calme dans les rues. La ville vit une vie ordinaire. Mais ce n'est que la surface, et toute la tempête se passe au-dessous. Eh bien, allons-y, avec Dieu. Tout d'abord, on va au fond des problèmes de cette ville, au port de Buenaventura, pour voir le plus près possible l'endroit d'où sortent régulièrement des tonnes de cocaïne. Il faut descendre à l'eau. À l'entrée de la ville, il y a partout des militaires. Voici les marines. Mais ils ne protègent que le territoire du port et non l'ensemble de la ville. Contrairement au reste de la Colombie, 99% de la population sont des personnes à la peau foncée, ce qui attire attention. C'est historiquement ainsi, parce que cette terre était autrefois habitée par des esclaves exilés d'Afrique, et maintenant leurs descendants vivent ici. Le quartier des affaires d'où on gère le port semble descendre et sûr, mais aussitôt après, le paysage change radicalement. Au lieu de bureaux et d'hôtels autour, il y a des bidonvilles et de la pauvreté. On essaie d'attirer le moins d'attention possible. C'est pourquoi le bateau nous attend dans un endroit discret entre les maisons sur pilotis en bois. Toute la côte est construite ainsi. Mes amis, voici comment ces maisons en bas sont faites. Vous voyez, elles sont sur des supports en bois. La marée les inonde quotidiennement. Alors comme maintenant, avec la marée basse, tout cela disparaît. Ici, près des bosquets de mangroves, la jungle de mangroves, il y a un climat naturel unique, un potentiel touristique considérable. C'est dommage que l'endroit soit si spécifique. On demande de mettre un gilet et c'est bien. Certains gilets cacheront d'autres.
Le port et les zones côtières de Buenaventura sont situées sur une île séparée. On essaiera de faire le tour et de voir de près les zones des différents gangs. Et on verra la cause principale de la guerre, des groupes de dizaines de sorties à l'eau par lesquelles on exporte de la cocaïne. Ces maisons sont difficiles à trouver. Il n'y a que les gens du terrain. Les forces de l'ordre ne viennent pas ici parce qu'ils ne peuvent pas. Ils seront juste fusillés. Et c'est dans ces maisons que la drogue est emballée, venant non seulement des laboratoires en Colombie, mais aussi d'autres pays, Pérou, Bolivie. Elle est emballée ici et envoyée. Un pêcheur local, Seigneur Gario Reina, qui a passé toute sa vie dans ces endroits et sait comment opèrent les trafiquants de drogue locaux, a accepté de nous amener sur une route risquée. Quel bateau utilise-t-il pour transporter la drogue? Très rapide, à 2 ou 3 moteurs, comme celui qui passe à côté. Mais bien sûr, il n'y en aura plus en plein jour. Ici, les bateaux puissants nous contournent aisément. Tout ce qu'on voit maintenant, tout le quai est en territoire d'où les bateaux sortent la nuit. Ils peuvent avoir plusieurs tonnes de poudre. Vous comprenez de quoi je parle? Voici 2 rangées de maisons. Entre celles-ci, il y a un couloir et un quai. Il y a des dizaines de quais non officiels ici. 60% de la drogue en provenance d'Amérique du Sud provient de ces petits couloirs. Les calculs de cette affaire sont très clairs. En Colombie, un kilogramme de cocaïne coûte entre 2 et 3 000 $. Et plus il s'éloigne d'ici, plus le prix s'élève. Au Mexique, un kilogramme coûtera plus de 10 000 $. Aux États-Unis, de 30 à 40 000. En Ukraine, 150 000. Dans d'autres pays européens, jusqu'à 250 000 $ par kilogramme. Par conséquent, il s'agit d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars et elle est concentrée ici. La base des militants paramilitaristes se trouve actuellement dans ces maisons-là. Imaginez, on s'est éloigné à peine à 200 ou 300 mètres et voici la base des militants. Toute la zone est sous leur contrôle. Et s'ils nous voient maintenant, et ils nous verront, comment vont-ils réagir? À cette heure du jour, rien n'arrivera plus tôt. Mais le soir, nous aurions eu des ennuis. Vous les avez rencontrés en allant pêcher? Bien sûr. J'ai été cambriolé ici 3 fois. Les bandits voient du rivage quand les pêcheurs reviennent avec leur prise. Ils nous interceptent dans leurs bateaux rapides et prennent tout. Moteurs, carburant, produits et même du poisson. Ceux qui essaient de résister sont tués sur place. On passe maintenant la zone de pêche. Zone de la pêche, oui et non. Il y a du désordre en ce moment. Les gangs se battent pour elle. On ne sait jamais à qui est cette terre. Le sens de cette guerre est évident. Plus il y a des territoires de tel ou tel gang, plus il y a des maisons pour emballer de la cocaïne et des sorties par l'eau pour l'expédier vers d'autres pays. Chaque rue est un gang. Mais le vrai jackpot est bien sûr le port. On dit que c'est d'ici que des lots géants de poudre peuvent sortir illégalement. Ici, on s'approche déjà du port de la ville, le port principal en Colombie. Ce port, en fait, nourrit tout le pays, parce qu'une grande partie du budget du pays passe par ce port. Et grâce à ce port, l'argent apparaît dans le budget de l'État. Mais ce port est une pièce savoureuse pour les groupes qui opèrent ici. Et par exemple, un lot record de poudre d'une valeur de 80 millions de dollars a été détenu à New York il y a quelques ans. Et on l'a envoyé d'ici de ce port vers lequel on s'approche maintenant. 1500 conteneurs le traversent chaque jour, dont on arrive à vérifier soigneusement environ 10%. Donc c'est une occasion excellente pour tous ceux qui veulent sortir quelque chose d'illégal. Ce produit, cette poudre est cachée dans les noix de coco, les bananes, dans tout autre produit. Personne ne sait le nombre exact, mais on estime que chaque année, 250 tonnes de poudre proviennent de cette île. La poudre est distribuée par 2 voies. Primo, en accord avec les forces de l'ordre, elle sort d'ici dans des conteneurs. Secondo, elle sort des bidonvilles la nuit sur les bateaux à grande vitesse. On passe sous le pont, sur lequel et sous lequel des tonnes de poudre sont transportées quotidiennement. Cette zone aussi est maintenant sous le contrôle des militants.
Mes amis, on est littéralement à 100 mètres de l'horreur des endroits les plus dangereux. Si on vient ici la nuit, on n'en reviendra pas. Les gens du coin ont peur de s'y retrouver. Notre batelier a fait un effort visible pour passer cette zone rapidement. On est sûrement surveillé. Probablement, l'intelligence interne fonctionne, se renseigne. On a vu des gars en service près de notre hôtel. Ils voient quand on sort ou on sort. Ils prennent des photos de nos plaques. Des centaines de paires des yeux nous observent ici. Il semblerait que dans les films sur le commerce de la drogue, on voit des villas de luxe, des voitures, des maisons, mais en fait, les lieux de l'épicentre du commerce sont comme ça. C'est la misère. On a fait presque impossible. Le tour de cette île sur un bateau de pêche. Et on a vu de tous les côtés ces bras, ces entrées, ces territoires pour lesquels la guerre a lieu ici. Si on fait une analogie avec l'époque de Pablo Escobar, alors c'est Medellín moderne. Mais ce n'est pas un patron. Il y en a beaucoup de petits. En fait, l'activité est la même, les règles et les concepts sont les mêmes. L'argent ou le plomb. Soit tu paies, soit on te tue. Tout ce qui a une fois aimé Pablo Escobar continue à vivre ici. Les sphères d'influence sont divisées non seulement dans le port, mais dans toute la ville. Chaque groupe possède sa propre zone et il essaie constamment d'en capturer de nouveaux pour développer son affaire. Aujourd'hui, chaque quartier de Buenaventura ressemble à un État séparé avec ses propres présidents et ordres. Mais il n'existe pas d'indice pour distinguer le territoire de différents gangs. Les habitants locaux appellent ces frontières invisibles et surtout ont peur de les traverser par hasard. Ce qui arrive à ceux qui font cette erreur, tout le monde le sait bien ici. Nous ne pouvons même pas faire le tour de la ville en paix. Parce que si on traverse une autre rue, on peut simplement être fusillé par la fenêtre ou être frappé avec un couteau de près. Il y a 2 mois, mon cousin a été tué simplement parce qu'il était entré dans l'autre quartier. La voiture passait, on l'a fusillé et le corps restait longtemps allongé dans la rue. Quelle horreur! Donc, ces frontières invisibles fonctionnent si sérieusement? Oui, et si tu viens à l'autre quartier, les gars viennent immédiatement et te posent des questions. Et s'ils ne t'aiment pas, ils vous emmènent, c'est la fin. Une personne disparaît définitivement. C'est surtout effrayant à écouter vu que tous vos districts ne font qu'un pour moi. Il y a donc une possibilité qu'on s'est juste trompé du chemin en voiture. Le principal danger pour vous est que vous êtes des étrangers, gringos. L'essentiel est que les membres du gang ne vous prennent pas pour les Américains. Il faut le dire tout de suite. Pourquoi on n'aime pas les Américains? Car il y a beaucoup de leurs agents de contrôle des drogues ici. Les gangs ne sont pas gentils avec eux. De nombreux agents de DEA, l'agence anti-drogue, travaillent ici, car c'est le point chaud où la plupart des gens qui fournissent de la cocaïne à l'Amérique sont concentrés. En Colombie, depuis 4 décennies, il existe un accord d'extradition aux États-Unis. Chaque année, une centaine de gros trafiquants qui ont fourni de la drogue aux États-Unis, après leur détention, sont transférés aux États-Unis et jugés selon la loi américaine. Escobar lui-même le craignait le plus. C'est pour abolir cette loi sur l'extradition qu'il a lutté avec le gouvernement. Il disait toujours, c'est mieux une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Aux États-Unis, les trafiquants de drogue n'ont aucune chance de se racheter et sont emprisonnés à long terme. On craint bien et on n'aime pas les Américains ici. Donc l'essentiel est de dire immédiatement qu'on vient d'Ukraine. C'est la moitié de la bataille. Merci. Il y en a beaucoup comme Jimena dans cette ville. Ceux qui ont souffert en main de groupes viennent dans des centres spéciaux où des bénévoles essaient de les aider. C'est Juan Gulo, militant et défenseur des droits humains. Il dirige l'un de ces centres et il a accepté de nous montrer les frontières invisibles de Buenaventura. Malheureusement, des gens comme Juan ici deviennent eux-mêmes la cible des bandits. On le voit immédiatement car il a une voiture blindée. Juan, depuis combien de temps vous prenez la voiture blindée? Depuis plus d'1 an. En raison des menaces qui me viennent constamment, l'État m'a donné ce transport. Combien de fois on a vous menacé? Cela se passe régulièrement depuis l'an 2015. Les bandits sont venus chez moi plusieurs fois et ont menacé de me tuer si je ne quitte pas la ville. Les menaces viennent le plus souvent par email. La dernière menace était même publique.
Les membres de l'un des cartels ont déclaré que le 11 jours de chaque mois, ils tueraient une personne de la liste des militants sociaux. Mon nom est dedans aussi. Pour nos têtes, ils promettent 20 millions de pesos. Mes amis, c'est la première fois que je traverse en loto blindé ces rues où on peut vous tuer à n'importe quel moment avec un homme condamné à mort par des gangs de la drogue. C'est bien sûr un sentiment spécial. Dites, avez-vous peur? Oui, bien sûr. Parfois, je pense que je ne rentrerai pas chez moi aujourd'hui. Mais je sais que je fais ce qu'il faut et ça me donne de la force. J'ai confiance en la volonté de Dieu et je mets ma vie entre ses mains. On entre dans des zones où la situation est très tendue. Il y a toujours des combats ici. Je vois des gens autour. On mange, on se promène. La vie dans la rue continue. Comment vivent les gens? Les gens, par leur nature, s'habituent à toutes les circonstances. Ils veulent juste continuer de vivre. Quand on regarde autour, on dirait une vie normale. On se promène, pas de gilets pare-balles, un sentiment faux apparaît. Mais il y a des morts dans les nouvelles tous les jours. Tous les jours. Combien de meurtres par jour en moyenne? À Buenaventura, il y a chaque jour 3 ou 4 meurtres. La plupart des morts proviennent des couches les plus pauvres de la société qui n'ont pas d'accès à l'éducation. Malheureusement, trop de jeunes meurent. C'est parce qu'il manque d'emplois dans notre ville. Et pour gagner de l'argent juste pour survivre, les habitants rejoignent des gangs. Le dernier temps, à cause de cette situation, de nombreuses filles rejoignent des gangs aussi. Je regarde où on est en train de passer. Par exemple, ici, dans cette zone, la semaine dernière, il y a eu une fusillade et plus de 500 personnes ont fui d'ici. Ils ont fui à Cali, car la situation est très dangereuse. Et on est maintenant dans la zone où on peut être fusillé juste dans la rue. Les médias ont donné un chiffre pas tout à fait à jour. En fait, 700 familles ont quitté la ville. C'est à peu près 2000 personnes. Tout cela parce que les guerres criminelles se renforcent et que de plus en plus de gens meurent dans les rues, surtout dans ce quartier. Ici, par exemple, cette rue sépare 2 quartiers. Les gardes de ces quartiers ne peuvent pas franchir cette ligne, sinon on leur tire dessus. Sortir de la voiture ici est stupide? Je ne recommande absolument pas. Ce serait un acte absurde. On voit la confirmation juste devant nous. La police arrivée est en train d'inspecter des jeunes. C'est horrible. Juste devant nos yeux, on ne peut pas s'arrêter. Beaucoup de gens sont fusillés à ce tournant récemment. Donc la police est là maintenant. C'est très dangereux et on voit la police garder leurs armes prêtes. Voilà, on peut sortir ici pour un moment. Cet endroit n'est pas encore contrôlé par gangs, mais les rues voisines sont déjà sous contrôle des groupes. Tu vois là-bas un homme en rouge. Il y a une frontière invisible là-bas. Ce quartier est sous contrôle de l'un des groupes. Je suis sûr qu'il nous observe déjà de là. Et que se passera-t-il si on va à pied à ces 200 mètres et on y vient? Je le déconseille fortement. On va avoir des sérieux ennuis. Ces gens n'aiment pas les blagues. Et je vous demande aussi de ne plus y diriger des caméras pour ne pas les provoquer. La distance est petite. En principe, pour tirer, ce n'est pas un problème. Pourquoi ils ne tirent que sur ceux qui ont franchi physiquement la ligne? Parce que les membres des gangs penseront qu'on est venu sur leur territoire pour recueillir des informations, pour espionner pour un autre groupe. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils viendront chez moi ce soir. Ils demanderont qui vous êtes et ce que vous avez filmé. Pourriez-vous répondre qui nous sommes? Ce n'est pas un problème. Je leur dirai que vous faites un court-métrage sur la culture colombienne. Je vais inventer quelque chose d'innocent. Alors, je suis venu ici, chez vous. Je ne connais pas vos rues, vos zones. Et je ne peux pas déterminer que cette pierre, par exemple, est la limite d'une certaine zone. Eh bien, en gros, si je l'ignore et je franchis cette ligne, c'est la fin? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a tant de meurtres. Car même les gens du coin peuvent ignorer les limites des zones exactes. Les gens les croisent accidentellement et se font fusiller.
Cette règle non écrite est surtout connue pour les motosouris. C'est ainsi qu'on appelle ici les chauffeurs des taxis-motos. L'un des exemples les plus connus et le plus tragique est le meurtre d'un artiste de rap de 20 ans, Deiner Castillo, qui travaillait comme un chauffeur de taxi-moto. La tragédie s'est produite dans un lieu public, au milieu de la journée devant les passants. Le garçon a été abattu seulement parce qu'il a traversé la frontière invisible quand il est venu chercher le client. On a réussi à organiser un rendez-vous avec la famille de cet homme. Dans cette expédition à Buenaventura, on a étrangement beaucoup de rencontres et d'entretiens juste à l'hôtel. Beaucoup de gens ont peur qu'on les verra avec des journalistes. Alors ils entrent discrètement dans l'hôtel, on se cache dans la chambre et on parle. On a déjà changé l'hôtel et on a déménagé à l'endroit en face du port et sous le contrôle des marines. On est donc en sécurité ici. La mère de Deiner Castillo est venue chez nous en ce moment. La mère d'un gars tué simplement parce qu'elle a traversé une frontière invisible, qui n'est coupable de rien, qui a laissé un petit enfant. Buenas tardes. Dmitro, je m'appelle Linda. Je suis la sœur de Deiner. Je m'appelle Patricia. Je suis la mère de Deiner Castillo. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de parler. Mes condoléances à vous. Personne ne nous verra ici, alors nous pouvons nous asseoir. Quelle est votre plus grande crainte? Pourquoi avez-vous demandé à prendre rendez-vous à l'hôtel et pas chez vous? Tout le monde sait que vous êtes la mère de Deiner et on vous identifiera de toute façon. C'est très dangereux pour moi, mais j'ai accepté cette interview parce que je veux faire connaître internationalement ce qui se passe à Buenaventura avec nos jeunes, avec nos enfants. Racontez votre version de la tragédie. Il a dû venir me voir à 11 heures pour me donner de l'argent. Mais à ce moment-là, il n'est pas venu. À minuit, son ami a rapporté que Deiner avait été abattu. C'est arrivé près de notre maison. Des témoins ont dit qu'il était à moto là, où il attendait toujours des clients. Lorsque la fusillade a commencé, il a sauté et a couru, mais il a été touché aux jambes. Quand il est tombé, on est venu lui tirer dessus à bout pourtant. Quand je suis arrivé, il était encore en vie. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, la police, mais ils n'ont rien fait. Pardonnez-moi d'aborder ce moment. Vous avez dit que vous êtes venu quand votre frère était vivant. Était-il conscient? Difficile à dire. Il clignait des yeux, mais il ne pouvait plus parler. Quelques minutes plus tard, il est mort. Il a reçu 6 balles. Est-ce un lieu de réunion de motosouris? N'était-il pas seul à l'époque? Oui, il y avait beaucoup de passants. Lorsqu'on tirait à Deiner, on a également touché un autre homme et une fille. Ils ont survécu. Il est dommage qu'au moment du tir, il y avait même la police dans cette rue, tout près. Des témoins nous ont dit que la police semblait être partie exprès 2 minutes avant le meurtre. Y a-t-il un soupçon qu'il soit parti pour laisser ce meurtre se produire? Oui, très probablement. Il y avait un accord avec eux. Supposons que la police ait pensé que mon frère était impliqué dans un crime, mais même ainsi, ils ont dû l'aider, mais pas le laisser mourir là. Pas seulement nous, mais absolument tous les témoins sont convaincus que la police savait où et quand cela se produirait, et ils ont disparu à ce moment précis. C'est-à-dire que si vous voyez la police dans la rue, vous ne devriez pas vous sentir en sécurité. Cela ne signifie pas qu'il y a une protection. Il n'y a aucune garantie de votre sécurité, car nous savons tous que la police locale est très corrompue. Moins d'un an s'est écoulé. Avez-vous réussi à découvrir pourquoi votre fils a été tué, qui n'avait rien à voir avec les gangs? Il était juste un chauffeur de taxi-moto. On n'a pu trouver rien de précis. Un chauffeur de taxi-moto peut être en danger juste parce qu'il a conduit quelque part un inconnu. Si les informateurs le voient avec lui, ils peuvent penser qu'ils travaillent ensemble, qu'il est un mouchard. Et pour cela, ils peuvent tuer. Aviez-vous des soupçons qu'il transporte quelque chose en plus des passagers? Avait-il des amis parmi les bandits? Non, je peux dire avec une certitude absolue que mon frère n'était pas lié à des affaires illégales. On savait tout de lui. C'était un homme honnête. Et il avait des craintes et des anticipations liées à son travail. A-t-il déjà partagé avec quelqu'un de son entourage ses pensées sur le danger de se déplacer d'une zone à l'autre?
Par ironie du destin, je l'ai convaincu d'arrêter de conduire sa moto dans les zones les plus dangereuses. Et il m'a écouté. Finalement, il a été tué dans notre quartier. Je me sens aussi coupable de ce qui s'est passé. Cette question ne sort pas de la tête. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout le monde parle de frontières franchies. Mais s'il était immobile, pourquoi? Le problème est que ces limites sont très conditionnelles. On peut se tenir d'un côté de la rue et de l'autre côté de la route, c'est déjà le territoire de l'autre groupe. Si tu traverses la route, tu peux te faire tuer tout de suite. Comment vivre? Comment se déplacer dans cette ville, sur ces trottoirs, sur ces routes? C'est très difficile. On ne vit plus dans le quartier où mon frère a été tué. Il était impossible d'y rester. C'est effrayant de se promener dans ton quartier, dans ta rue, là où tu as grandi. Comme si nous, les habitants de Buenaventura, on essaie de nous tromper et de nous convaincre qu'on a une vie normale. Mais tout de même, on a peur à l'intérieur. Malgré son jeune âge, Deiner avait déjà sa famille, une femme et un fils de 3 ans. Que pensez-vous? Obtenir la justice, est-ce réel? Est-il possible de révéler la vérité ou est-ce impossible? Non, je ne pense pas que la justice prévaudra, car cela fait presque 1 an et la police n'a pas encore avancé dans cette affaire. Comment voulez-vous que votre vie se développe après ce qui s'est passé? Je rêve de quitter cette ville parce que je vis chaque jour sous la tension que quelque chose peut arriver à moi et à mes enfants. Par exemple, mon fils aîné a dû partir quelques jours après le meurtre de Deiner. Où exactement, je ne le dirai pas, parce que le tueur de mon fils pourrait penser que son frère aîné, quoi qu'il soit, veut se venger. Et pour ne pas s'attendre à sa vengeance, ils peuvent le tuer aussi. Il fait noir déjà, vaut mieux de ne pas rester avec une caméra et la lumière. On ira dans la chambre pour qu'on ne nous voit pas. Mes sincères condoléances. On ne sait pas pourquoi vous avez une telle épreuve. Je ne voudrais jamais le souhaiter à une autre mère. C'est insupportable. Êtes-vous retourné au lieu du meurtre de votre fils? Chaque fois que je passe devant cet endroit, j'ai l'impression de le voir à nouveau allongé sur le trottoir et il me dit « Maman, aide-moi ». Linda montre les dernières photos où son frère est encore en vie. Ce sont toutes les photos qu'il vous reste. Il n'aimait pas être photographié. Cette photo était sur son économiseur d'écran dans tous les réseaux sociaux. Voici le dernier message. La vie est bonne et mauvaise à la fois. Mais je ne céderai jamais au mal. Je survivrai. En lisant ceci, je n'arrive pas à croire que ça pourrait arriver à un si bon jeune homme que c'est la réalité. On va se quitter afin qu'il ne soit pas trop tard pour vous de rentrer chez vous. Notre chauffeur vous conduira à votre domicile. Nos gardes vous accompagnent. On a préparé quelque chose pour votre petit-fils. S'il vous plaît, passez-le lui en signe d'amitié. Merci. Mes amis, l'autre côté de la vie dans la ville de Buenaventura, le jeune homme a été tué pour rien. Il n'était membre d'aucun gang. Beaucoup sont intimidés. Les gens vivent dans la peur, car si quelqu'un pense qu'ils en disent trop et qu'on les appelle des mouchards, ils peuvent être tués. À Buenaventura, même un simple chauffeur de taxi est l'une des professions les plus dangereuses. Si le conducteur est vu dans la zone interdite ou avec la personne interdite ou en passant, il verra quelque chose de superflu, il deviendra aussitôt une cible. On a réussi à rencontrer un chauffeur de taxi moto expérimenté local. Pour garder son identité secrète et assurer sa sécurité, à sa demande, nous cachons son visage et changeons la voix de l'interlocuteur. Je ne vous demande pas votre nom. On sait que vous travaillez comme une motosouris et vous avez accepté de dire la vérité sur cette ville de cette façon. Maintenant, le principal problème de la ville est la lutte pour le territoire entre les groupes et pour la capture des routes d'exportation de cocaïne vers le Mexique et l'Amérique centrale. Étant donné que vous vous déplacez beaucoup à la moto, vous connaissez probablement mieux ces limites invisibles. On peut aller les voir avec vous? Bien sûr, mais il y a des limites que même moi, je ne peux pas absolument franchir. Si quelqu'un nous voit là-bas, à partir de ce moment, on deviendra leur cible militaire. On sera traqué. On doit tenter les vitres du minibus pour que rien ne puisse être vu. Et on peut conduire en minibus sans nous arrêter aux endroits où les frontières invisibles passent. Je demande avec intérêt, ici, vous avez si soigneusement fait un déguisement. Vous avez tourné le t-shirt, les lunettes, la casquette d'autrui pour qu'on ne voit rien.
Les éclaireurs des gangs sont-ils vraiment si habiles qu'ils essaieront même de vous déterminer selon les yeux? Oui, c'est leur travail. Ils essaieront très soigneusement de savoir qui a donné l'interview. Ils travaillent en permanence. Parfois, même après des années, ils attrapent une personne et jugent. Ou plutôt tuent, tout simplement. Avant de partir, je tiens à vous avertir que dans ces régions, on n'affrontera pas les bandits ordinaires. Ces groupes utilisent la technologie moderne, les armes les plus modernes au monde. Notre vie est entre vos mains. Tout dépend de l'endroit où vous envoyez le chauffeur. On attend les vitres notre bus au maximum. On a préparé les gilets pare-balles et on est maintenant prêt à aller dans les zones les plus chaudes de Buenaventura. On se dirige maintenant vers une péninsule appelée El Continente. Et sur la droite, on a une des zones contrôlées par les groupes espartanos. Comment fonctionnent les chauffeurs de taxi ordinaires et les chauffeurs de mototaxi? Comment franchissent-ils ces limites pour besoin du travail? Il faut toujours savoir où sont ces limites invisibles car on doit les respecter aussi. Parfois, on risque en franchissant rapidement la frontière, on fait descendre le passager et on s'en va tout de suite. Mais maintenant, c'est rare. Avez-vous des amis ou des collègues qui ont souffert de l'existence de frontières invisibles? Bien sûr. Je vais vous montrer où mon cousin a été tué. C'est ce carrefour-là. C'est arrivé lors des grèves populaires contre la hausse du coût de la nourriture. La plupart des routes ont été bloquées par des grévistes. Et en essayant de partir, il a traversé par hasard une frontière invisible. Quelques secondes plus tard, il a été pris et a reçu plusieurs balles dans la tête. Comment travailler après cela? On est obligé de gagner notre vie pour nourrir notre famille. On a le choix, prendre une moto ou les armes. Ceux qui veulent vivre plus ou moins en paix deviennent des chauffeurs de taxi-moto. Combien d'amis avez-vous perdu qui ont traversé la frontière au mauvais endroit et au mauvais moment? Au cours de ma vie, exactement plus d'une centaine. Quel âge avez-vous? 30. Sur le côté droit, le territoire contrôlé par le groupe numéro 2. Sur la gauche, le numéro 1. Chaque gang a son propre cimetière ici. Il est impossible d'enterrer quelqu'un de notre groupe car pendant les funérailles, il peut y avoir une fusillade. Nous sommes maintenant près du cimetière du groupe numéro 1. Tout ça ressemble à des routes tout à fait ordinaires. On ne dira jamais qu'il existe des lieux si dangereux. Il y a des signes spéciaux ici que seuls les gens du coin comprennent. Selon eux, ils voient que cette frontière ne doit pas être franchie. Ici, un adolescent de notre quartier a été tué. Il n'a pas vu ce signe. Une vraie horreur. Alors qu'on fait vraiment le tour de la ville, une grande route, il s'avère qu'ici, chaque grand carrefour peut être mortel. Combien de gens ont tué ici chaque jour? Le dernier temps, jusqu'à 6 personnes tuées par jour. Mais la situation s'aggrave, en particulier à la périphérie de la ville. Cela est dû à l'arrivée du clan del Golfo, qui tente de conquérir des territoires ici. Par exemple, 3 chauffeurs de mototaxi ont été tués près de ce panneau vert, car ils avaient franchi une frontière invisible. Ils ne freinent pas ici. Mes amis, voici ce carrefour. 3 chauffeurs de mototaxi ont été tués. Allons-y, allons-y. On est maintenant dans un quartier très dangereux. Les voitures comme la nôtre ne passent pas ici avec des vitres teintées. Si on conduit trop lentement, les informateurs soupçonneront quelque chose et on aura des problèmes. On a pris cette route tant de fois et j'étais sûr que c'était l'autoroute la plus sûre parce qu'elle mène à la ville. Il s'avère qu'il y a une telle horreur ici. Beaucoup de gens pensent aussi qu'il n'y aura rien sur l'autoroute et oublient les limites invisibles. C'est là que ces meurtres arrivent. C'est sous ce pont que de nombreux cadavres ont été retrouvés. On a franchi une autre frontière. Centre-ville, une vraie horreur. On passe par un centre commercial, les gens se détendent, marchent, et il y a une telle horreur. C'est terrible. Chauffeur, dépêche-toi. Vous dites souvent au chauffeur, vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi.
Vous le dites vraiment dans les endroits où quelque chose met la vie en danger? Oui, c'est une zone très dangereuse. Notre voiture est tentée et a un autre numéro. Elle se ralentit sans s'arrêter et personne n'a sorti. Cela suscite immédiatement des soupçons. Ils peuvent envoyer un informateur après nous pour savoir qui est dedans. Javier José surveille constamment la situation afin de remarquer la filature à temps et de réagir en cas de danger. Vous voyez, il garde constamment la main dans le sac. Et bien sûr, il a une arme dans la main. On vient de croiser plusieurs policiers qui se tenaient sur la route à moto. Je sais qu'un chef d'un des groupes vit dans ce quartier. Cela signifie qu'il garde cet homme. C'est comme toujours le lien entre la police et les bandits. Rien ne change. Depuis des décennies, tout reste comme dans les films sur Escobar, l'argent ou le plomb. C'est-à-dire que le policier a le choix d'être payé par les bandits, sinon on le tue, lui et sa famille. Analogue moderne du cartel de Medellín. On a tué 10 personnes sur cette route il y a quelques jours. Ces personnes n'étaient pas liées au groupe. Ils se sont juste retrouvés au mauvais endroit. Les gangs le font quand ils veulent attirer l'attention ou veulent que cette frontière invisible devienne visible. Dites, et qui tue le plus? Ceux qui sont constamment à l'affût ou les bandits dans une voiture à la moto? D'habitude, les tireurs occupent certaines positions ou à l'ancienne, sur une moto. Si vous avez vu la série Narcos ou de nombreux autres films sur l'époque d'Escobar, vous savez probablement qu'il y avait des groupes de soi-disant sicarios. Les adolescents ou les jeunes hommes à moto, leurs passagers assis à l'arrière cachaient une arme à feu ou, le plus souvent, une mitrailleuse Uzi sous ses vêtements. Alors, ils rattrapaient la victime, la fusillaient. C'était pratique car la moto peut manœuvrer dans la circulation. Elle n'a pas peur d'embouteillage. C'est ainsi que le ministre de la Justice a été assassiné à Bogota. C'est ainsi que beaucoup d'autres personnes ont été tuées à l'époque du cartel de Medellín. Et Sicario sur la moto est l'invention du gang Pablo Escobar. Lorsque Sicario vont à la tâche, c'est comme de la chasse. Ils doivent d'abord traquer la victime. C'est pour cela qu'ils travaillent en couple. Le conducteur surveille la route, choisit l'itinéraire et les routes de départ. L'autre est responsable de la fusillade. Les bandits locaux se souviennent encore d'Escobar et, disons, ont des sentiments chaleureux pour lui. Alors, ils utilisent les mêmes méthodes de meurtre que ces sicarios. Le voyage m'a fait comprendre qu'en fait, Buenaventura est une prison. Les gens vivent en prison et ne peuvent se déplacer que dans leur propre zone. S'ils essaient d'aller au-delà de cette zone, alors le plomb les attend. On a vraiment l'impression d'être en prison. Nous sommes tellement effrayés que parfois on veut juste crier de l'attention. Mais même ça, on ne peut pas le faire. J'aimerais partir d'ici juste pour me sentir libre. Merci pour l'interview, merci pour le courage et que Dieu vous aide de sortir d'ici dès que possible et que vous et votre famille puissiez vivre en paix et que la paix vienne à la ville. Merci. En fait, ce n'est pas une exagération. En fait, toute la ville est prise en otage par des criminels organisés. Et la réalité d'un simple résident de Buenaventura se résume à un choix. Soit tué avec le gant, soit toujours ciblé. Jusqu'à présent, on n'a vu que la pointe de l'iceberg. Voir dans la prochaine émission. Je n'ai jamais vu une telle horreur nulle part. C'est comme un pays différent. On atteindra les zones les plus dangereuses de Buenaventura. Sacha est engelé par balle. Un garde du corps est engelé par balle. Là où des tonnes entières de cocaïne sont emballées et expédiées. Les bateaux énormes. Devinez ce qu'il y a dans ces bateaux. Le capital principal associé à la poudre passe par ici. On verra les prix payés par les gens qui ne veulent pas coopérer avec la mafia de la drogue. Parmi ces piliers de bois, on a trouvé le corps de ma sœur. Il était attaché à l'un d'eux et il y avait 3 balles dans la tête. Elle n'avait que 17 ans. On verra les gens du coin utiliser la magie ancienne vaudou contre leurs ennemis. Quand on a tué mon neveu, j'ai pratiqué la sorcellerie sur lui. 9 jours après les funérailles, le tueur est mort. Révélons la terrible vérité sur les maisons de torture. On a même trouvé des cadavres sans membres différents, sans tête, juste ici sur la plage. Et on découvrira sur notre propre peau ce qui arrive à ceux qui se mêlent dans les affaires des autres, celle de la mafia de la drogue. C'est la vraie situation quand les gardes ont dit de fuir plus vite. Ici, on tire d'abord, après on regarde.
Le monde à l'envers avec Maître Komarov.